La question du jour concerne l'examen de septembre 2016 en géométrie, question 1. Elle s'intitule « Le plan est rapporté au système d'axes orthonormés OXY, soit C ronde le cercle fixe de centre C2, 0 et de rayon 1, soit D ronde un cercle variable tangent à C ronde et passant par l'origine en haut. On demande de déterminer la nature et une équation cartésienne du lieu parcouru par le centre D du cercle des rondes. Alors, petite précision, l'intitulé que vous voyez ici est légèrement différent de l'intitulé de la question de septembre 2016. La différence réside dans le fait que je précise ici que le cercle des rondes est un cercle variable tangent à ces rondes de manière quelconque, alors que dans l'examen de septembre 2016, le cercle était dit variable et tangent extérieurement à ces rondes. Donc cette non-précision entre guillemets de la tangence fait que la résolution sera un petit peu plus longue, mais elle sera certainement plus riche d'enseignements. Donc, comme pour toute question de trigonométrie, il est très utile de démarrer par une représentation graphique. Alors, que dit l'énoncé ? Nous avons un repère orthonormé OXY. Nous avons un cercle fixe C ronde de centre C de coordonnées 2, 0 et de rayon 1 que je viens de dessiner. Nous savons que D ronde et C ronde sont tangents et donc j'ai exprimé que le cercle C ronde qui est fixe et le cercle D ronde qui est variable sont tangents en un point P. Et donc j'ai exprimé ce point P et j'ai exprimé la tangente commune. Donc j'ai dessiné la tangente commune, la droite en vert. Et l'énoncé précise encore que le cercle D ronde passe par le point O, donc l'origine, que j'ai donc dessiné ici. Et la question qui est posée, c'est de déterminer, il faut comprendre que quand le point P évolue, le point D, qui est le centre du cercle des rondes, évolue également. Et donc, en faisant évoluer P, on va faire évoluer D. Et la question qui est posée, c'est quel est le lieu des points parcourus par D lorsque P parcourt le cercle C ronde. Et donc, ici, j'ai dessiné le diamètre C. Donc, le diamètre, passant par C, P. Ce diamètre sera, on le verra plus tard, aussi diamètre du cercle D ronde. Il est diamètre du cercle C ronde, ça c'est sûr, mais il sera aussi diamètre du cercle C ronde. Et j'ai dessiné un autre diamètre quelconque, j'ai dessiné en rose ici perpendiculairement pour pouvoir déterminer le centre D du diamètre. Mais donc c'est le centre D du cercle D ronde, ce centre D, c'est donc le point que l'on cherche qui correspond à ce point P. Quand P parcourt tout le cercle C ronde, D parcourt un ensemble de points qui est justement le lieu recherché. Alors, pour résoudre un tel problème, il y a essentiellement deux méthodes. La première méthode que je vais vous présenter est la méthode dite paramétrique. Donc, comme son nom l'indique, lorsque P parcourt tous les points de figure, on peut quelque part faire varier un paramètre. Comme P appartient au cercle C ronde, il est évident qu'on va prendre pour paramètre l'angle θ, que j'ai dessiné ici, que fait la droite CP, C étant le centre du cercle C ronde, P étant un point quelconque du cercle. La droite CP fait un angle θ avec l'axe X, et donc si je fais varier θ sur le cercle trigonométrique, c'est-à-dire entre moins pi et pi, je vais avoir que P parcourt tous les points du cercle C ronde. Et donc, une fois que j'ai déterminé ce paramètre θ, première chose à faire, c'est de déterminer les coordonnées paramétriques du point P. Ces coordonnées paramétriques suivant Px, donc on sait que P est à une distance 1 de C, et donc, puisqu'il est sur le cercle C ronde, donc je peux dire que Px, c'est la coordonnée suivant x de C, à savoir 2, plus
1 fois, pourquoi? Parce que le rayon vaut 1, fois la direction suivant x, et elle est donnée par θ, donc la direction suivant x, c'est cos θ. Et la coordonnée y de P, c'est la coordonnée y de C, à savoir 0, plus 1 fois, parce que la distance CP c'est 1, fois la direction suivant y, et celle-là est donnée par sin θ. Donc ça, c'est donc les équations paramétriques de P. On voit aussi que CP, par définition, c'est le diamètre qui va être donc commun aux deux cercles. Et donc, cette droite que je vais indiquer ici, que je vais appeler M, elle a précisément pour point fixe le point C, qui appartient à M, et pour direction, précisément le vecteur CP, qui est donc le vecteur cos θ suivant x et sin θ suivant y. Et donc je peux l'exprimer sous une forme qui est très comparable à l'équation paramétrique de P. X est égal à 2 plus lambda cos θ, y est égal à 0, la coordonnée suivant y de C, plus lambda sin θ. Donc vous voyez que quand je remplace lambda par 1, ben, j'ai P qui appartient à la droite, mais donc tous les points de M sont tels que pour un lambda réel, je vérifie l'équation x est égal à 2 plus lambda cos θ, y est égal à lambda sin θ. Alors ici, on va voir la relation remarquable, c'est que dans l'énoncé, on précise que P est commun aux deux cercles C ronde et D ronde. Donc la tangente en P au cercle C ronde est égale à la tangente en P au cercle D ronde. Mais comme les diamètres ont ceci de particulier, c'est qu'ils sont perpendiculaires à la tangente, donc au point de contact. Donc on sait que le diamètre de C ronde est la droite M. Mais comme C ronde et D ronde ont une tangente commune, eh bien, par définition, C ronde et D ronde ont le même diamètre, ont un diamètre commun, qui est donc la droite PC. Et donc, on sait déjà que le centre D du cercle des rondes appartient à la droite M. Ça, c'est très important à comprendre, parce que s'il appartient à la droite M, il satisfait aux équations paramétriques de cette droite. Donc, pour une certaine valeur de lambda, nous aurons donc la relation équation paramétrique qui donne le point D, ce que j'ai écrit ici. J'ai appelé mu cette valeur, et on va essayer de déterminer mu avec, je dirais, les caractéristiques du point dx, dy. La première caractéristique, c'est que ce point est le centre du cercle des rondes, et ce cercle des rondes a pour rayon dp. D'accord? Donc, on va exprimer ça sous forme triviale. L'équation d'un cercle, c'est x moins dx au carré plus y moins dy au carré est égal à la norme dp au carré, dp étant le rayon du cercle des rondes. Je remplace dx par sa valeur 2 plus mu cos θ, donc j'ai x moins 2 moins mu cos θ au carré, y par sa valeur y moins mu sin θ au carré, est égal au rayon du cercle au carré. Donc le rayon du cercle, ceci, dp au carré n'est autre que le carré des différences de coordonnées suivant x dx moins px, plus le carré des différences de coordonnées en y dy moins py. Je remplace dx par sa valeur 2 plus mu cos θ. Pour rappel, en px, j'avais moins 2 moins cos θ, donc les deux se simplifient. Je trouve mu moins 1 cos θ au carré. Suivant dy, j'ai mu sin θ, et pour py, pour rappel, j'avais moins sin θ. Donc là, j'ai mu moins 1 sin θ au carré. Donc nous avons à la fois mu moins 1 cos θ, le tout au carré, plus mu moins 1 sin θ, le tout au carré. Cos carré θ plus sin carré θ, on sait que ça vaut 1. Et donc l'expression du membre de droite devient indépendante de θ, elle vaut mu moins 1 au carré. Donc ceci me fournit donc l'équation du cercle de centre C et qui passe par le point P. On sait par énoncé que ce cercle des rondes passe aussi par l'origine, c'est-à-dire que si je remplace x par 0 et y par 0,
cette équation doit être vérifiée. C'est ce que je vais développer ici. Donc si je remplace x par 0, y par 0, c'est vérifié. Donc je vais développer ça. Donc il me reste ici 2 moins mu cos θ au carré, c'est-à-dire mu carré cos carré θ plus 4 mu cos θ plus 4. Ce terme-ci, c'est mu carré sin carré θ. J'additionne et j'obtiens le membre de droite qui vaut mu carré moins 2 mu plus 1. Nous avons ici des termes qui se simplifient largement. Mu carré cos carré θ plus mu carré sin carré θ, c'est égal à mu carré. Donc je peux simplifier, supprimer ces trois termes qui sont équivalents. Et il me reste 4 mu cos θ plus 4 est égal à moins 2 mu plus 1. Je vais mettre les termes en mu d'un côté dans le membre de gauche. J'ai mu fois 4 cos θ plus 2. Dans le membre de droite, je mets plus 1 moins 4, ça fait moins 3. Je trouve que mu est égal à moins 3 divisé par 4 cos θ plus 2. Donc j'ai trouvé le mu, je n'ai plus qu'à le réinjecter dans les expressions dx, dy pour avoir l'équation paramétrique du lieu parcouru par le centre D du cercle des rondes en fonction de θ. Et donc je trouve dx est égal à 2 moins 3 cos θ divisé par 4 cos θ plus 2 et dy est égal à moins 3 sin θ divisé par 4 cos θ plus 2. Vous voyez que nous avons un dénominateur ici, que ce dénominateur pourrait éventuellement être égal à 0. Nous allons faire cette discussion plus tard. Mais donc à ce stade-ci, nous avons donc les équations paramétriques. Et puisque donc l'énoncé disait il faut trouver une équation cartésienne du lieu, nous allons maintenant transformer l'équation paramétrique trouvée en équation cartésienne. Donc je reprends les résultats obtenus. Et donc nous avons un dx qui est fonction de cos θ uniquement et un dy qui est fonction de sin θ et de cos θ. Donc, à partir de cette équation dx, il devrait être possible de trouver cos θ en fonction de dx. Ça, ce sera la première étape de notre transformation, c'est de déterminer cos θ en fonction de dx. Une fois que j'ai cos θ en fonction de dx, je peux utiliser cette relation-là pour trouver sin θ en fonction, cette fois-ci, de dx et de dy. Et une fois que j'ai ces deux expressions, je pourrais éliminer θ avec la relation universelle cos carré θ plus sin carré θ égale 1 pour trouver une relation entre dx et dy qui sera donc mon équation cartésienne. Alors voilà, nous allons commencer par la première étape. Je réécris dx et donc je rappelle qu'on fera la discussion 4 cos θ plus 2 plus tard. Je vais multiplier le dénominateur par 4 cos θ plus 2. Et donc, le membre de gauche est immédiat. Dans le membre de droite, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 2 fois 4 cos θ plus 2, c'est-à-dire 8 cos θ plus 4, ici, duquel je retranche 3 cos θ, je trouve 5 cos θ plus 4. Je vais regrouper les termes en cos θ. Donc, vous voyez, je mets ça dans le membre de gauche. Donc, le membre de gauche, donc 5 cos θ dans le membre de droite, je retranche 5, je rajoute au 4 dx, je trouve cos θ fois 4 dx moins 5. Et dans le membre de droite, je vais mettre le 2 dx que je change de signe, moins 2 dx auquel je rajoute 4. Donc j'aurai un cos θ qui vaut 4 moins 2 dx divisé par 4 dx moins 5. Et je pourrais trouver une autre expression. Vous voyez que 4 moins 2 dx, je peux l'écrire en disant que 4 n'est autre que 5 demi plus 3 demi. Donc pourquoi est-ce que je mets 5 demi? Parce que 5 demi moins 2 dx, c'est juste la moitié de 4 dx moins 5 au signe près. Donc moins 1 demi ici correspond à cette fraction avec un numérateur qui vaut 5 demi. Et donc je dois rajouter 3 demi pour arriver à 4. Et donc le solde de la valeur de cos θ par rapport à moins 1 demi, c'est je rajoute 3 demi divisé par la fraction. Avec chaque fois, évidemment, la solution, la condition, pardon, dx n'est pas égale à 5 quarts. D'accord?
Alors pourquoi est-ce que j'ai utilisé cette fameuse relation? Simplement pour anticiper la phase 2, parce que dans la phase 2, j'ai du 4 cos θ plus 2. Or, il se trouve que 4 cos θ, ça va donc valoir 4 fois moins 1 demi plus 4 fois cette fraction. Et 4 fois moins 1 demi, ça fait justement le moins 2. Donc le fameux 4 cos θ plus 2, il y a une simplification. Donc le terme ici tombe avec le plus 2. Et il me reste donc 4 fois la fraction trouvée ici. Donc 4 fois 3 demi, c'est 6. Donc j'ai 4 cos θ plus 2 est égal à 6 divisé par 4dx moins 5. Donc c'est cette expression-là que je vais intégrer bientôt dans dy. Donc une fois que j'ai donc trouvé cos θ, je vais passer à la phase 2. Donc j'ai dy est égal à moins 3 sin θ divisé par 4 cos θ plus 2. Je trouve immédiatement que sin θ est égal à moins 4 cos θ plus 2 fois dy divisé par 3. C'est simplement déterminer sin θ à partir de cette équation. Le 4 cos θ plus 2, j'ai trouvé sa valeur ici. Je divise par moins 3. Donc 6 divisé par moins 3, ça fait moins 2. Je multiplie par dy et j'obtiens donc sin θ égale moins 2 dy divisé par 4dx moins 5. Donc ça, c'est mon expression sin θ. C'est mon expression de cos θ avec un dénominateur commun. Intéressant. Donc je vais pouvoir passer à mon étape 3 qui consiste à éliminer cos carré θ et sin carré, enfin θ par la relation cos carré θ plus sin carré θ égale 1. Donc je vais reprendre les définitions. Je rappelle qu'il y avait la condition dx n'est pas égal à 5 quarts et je vais générer une équation en dx dy par l'utilisation de la relation cos carré θ plus sin carré θ égale 1. Et donc là, nous avons, je dirais, une simplification heureuse. C'est que je ne dois plus tenir compte de cette condition dx est égal à 5 quarts pour, je dirais, déterminer le lieu. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous savez que le cos θ, évidemment, par définition, est compris entre moins 1 et plus 1. Si je prends l'expression de cos θ, elle ne dépend que de dx. Vous voyez qu'au voisinage de 5 quarts, parce que dx ne peut être égal à 5 quarts, au voisinage de 5 quarts, le numérateur, c'est 4 moins 2 fois 5 quarts, c'est-à-dire 4 moins 5 demi, c'est-à-dire 3 demi. Donc au voisinage de 5 quarts, mon numérateur est proche de 3 demi, donc c'est une valeur constante positive, alors que le dénominateur, il va tendre vers 0, soit négativement, soit positivement, mais ce qui est clair, c'est qu'au voisinage de 5 quarts, cette expression-ci est largement plus grande que 1 en valeur absolue. Donc, il est clair que je ne vais pas trouver dans l'équation du lieu de point qui contiendra, qui aura pour abscisse 5 quarts, et même de point pour lequel l'abscisse sera proche de 5 quarts, ça je ne pourrai pas trouver. Donc le fait que le lieu ne contient pas d'abscisse 5 quarts fait que je peux laisser tomber la condition, donc c'est plus simple. Et donc puisque 4dx moins 5 n'est pas égal à 0, je peux considérer que cette relation-là est équivalente au fait de dire que le numérateur de la fraction cos θ, 4 moins 2x au carré, plus le numérateur de la fraction sin θ, c'est-à-dire moins 2y au carré, n'est autre que le dénominateur qui est commun au carré. Ce que j'exprime ici. Voilà, donc je vais développer cette équation-là, cette égalité-là. Donc le premier terme, c'est 16 moins 16dx plus 4dx carré. Le deuxième terme, c'est moins 2dy au carré, c'est-à-dire plus 4d carré y. Et le membre de droite n'est autre que 4 au carré 16d carré x, moins le double produit 2 fois 4 fois 5, moins 40dx, plus 5 au carré 25. Vous voyez que j'ai des termes fixes, des termes en dx, des termes en d carré x, des termes en d carré y. Je vais les regrouper et je vais tout mettre dans le membre de droite. Donc 16d carré x moins 4d carré x, c'est 12d carré x. Suivant dx, j'ai moins 40 dx auquel je dois rajouter 16, c'est-à-dire moins 24 dx. Pour les termes fixes, j'ai plus 25 auquel je dois retrancher 16, c'est-à-dire 9.
Et pour le terme en d carré y, je change de membre et j'ai donc moins. Donc j'ai une expression ici qui est largement plus simple. J'identifie déjà que le terme en y est un carré parfait. Et par contre, les termes en dx, ce n'est pas tout à fait un carré parfait, mais on sait que d carré x moins 2dx plus 1 est un carré parfait, c'est donc dx moins 1 au carré, mais que pour avoir ce carré parfait, je dois avoir un terme fixe égal à 12. Je vais donc rajouter 3 dans le membre de gauche, et pour maintenir l'égalité, je vais rajouter 3 dans le membre de droite, ce que je fais ici. Et donc j'obtiens ici ce fameux carré parfait en x, 12 dx moins 1 au carré moins 4 d carré y est égal à 3. Ça, c'est une expression assez commune. Nous avons donc dx moins 1 au carré fois un coefficient, moins 4d carré y égale 3, c'est l'équation type d'une hyperbole. Cette hyperbole a ceci de particulier, c'est qu'elle a un axe de symétrie qui vaut dy égale 0, et que j'ai un autre axe de symétrie qui vaut dx égale 1. Donc, ça correspond aux droites y égale 0 et x égale 1. Si je fais l'intersection de ces deux droites, je vais avoir un point qui vaut 1, 0, qui est centre de symétrie. Donc ça, c'est typique des hyperboles. Les hyperboles ont toujours deux axes de symétrie et un centre de symétrie. Voilà. Et donc, nous avons donc résolu l'équation. À ce stade-ci, nous allons maintenant repartir de l'équation paramétrique. Nous avions ce fameux 4 cos θ plus 2 au dénominateur. Donc, on va voir un petit peu ce qui se passe au voisinage de ces valeurs 4 cos θ plus 2 pouvant éventuellement tendre vers 0. Alors, ce qu'on constate, ce qui est important de voir, c'est que en faisant varier P1 et P2, à un moment donné, on va avoir un P1 et un P2, donc symétriques par rapport à l'axe X. On vient de voir que l'axe X est un axe de symétrie. On va avoir deux points pour lesquels la tangente au cercle C ronde passe précisément par l'origine. Or, pour rappel, l'énoncé précisait que le cercle D ronde devait passer par l'origine. Donc on a la tangente qui passe par l'origine, le cercle D ronde qui passe par l'origine. Donc quelque part, le cercle devrait être une tangente, le cercle devrait être une droite. Le cercle ne pouvant jamais être une droite, ben nous avons une impossibilité. Donc en ces deux points, P1 et P2, nous n'avons pas de cercle D ronde, parce que ce cercle, quelque part, aurait un rayon de courbure infini. Un cercle n'est pas une droite. Voilà, et donc ces deux points correspondent à des angles θ opposés par symétrie, mais on va assez rapidement pouvoir identifier le fait que ces deux angles sont précisément plus et moins 2π sur 3. Alors pourquoi? Simplement en analysant les triangles OP1C et OP2C du graphique. Donc, OP1C, OP2C. Ce sont deux triangles qui sont miroirs l'un de l'autre, et ce sont déjà deux triangles qui sont rectangles. Pourquoi? Parce que OP1 est une tangente, P1C est un diamètre, et qu'on sait que par définition, au même point, P1, C, diamètre, est toujours perpendiculaire à P1O, la tangente. De même, P2C, diamètre, est perpendiculaire à P2O, tangente. Donc, ce sont deux triangles rectangles. Et il est intéressant de voir que le sinus de l'angle est remarquable. Le sinus à l'origine, ici au point O. Le sinus bêta vaut dans un triangle rectangle le côté opposé, c'est-à-dire P1C ou P2C, c'est-à-dire le rayon du cercle C rond, c'est-à-dire 1, et l'hypoténuse vaut la distance entre O et C. Donc le sinus bêta vaut le côté opposé sur l'hypoténuse, c'est-à-dire 1 sur la distance OC, c'est-à-dire 2, 1,5. L'angle pour lequel le sinus vaut 1,5, nous savons que c'est π sur 6. Voilà, donc nous avons un triangle. Vous savez que la somme des angles d'un triangle vaut π. Nous avons un angle qui vaut π demi. Nous avons un angle qui vaut bêta. Donc le troisième angle vaut la différence entre π et π demi plus π sur 6. Donc π moins π demi moins π sur 6, ça fait π sur 3. Et π sur 3, c'est cet angle-là. Par construction, vous voyez ici que cet angle n'est autre que
le supplémentaire de l'angle θ, et que donc ce supplémentaire vaut donc pi sur 3, donc pi moins θ vaut pi sur 3, donc θ vaut 2pi sur 3. Donc nous avons deux angles, θ vaut 2pi sur 3 en P1 et vaut moins pi sur 3 en P2. Ce qu'on voit ici, c'est que ces deux angles ici partagent le même cosinus, et que le cosinus de 2pi sur 3 ou le cosinus de moins 2pi sur 3 est précisément moins 1,5. Et moins 1,5 est précisément la valeur de cosinus qui annule le cos θ plus 2. Donc nous avons ici la justification géométrique de la raison pour laquelle en θ égale plus ou moins 2pi sur 3, le dx et le dy tendent bien vers l'infini, c'est-à-dire que nous n'avons pas de cercle réel des rondes qui peuvent passer par 0 si on considère les points P1 et P2. Voilà, donc ce qui est intéressant maintenant, c'est que donc, nous avons considéré des angles qui étaient plutôt, je dirais, dans ce domaine-ci, entre 0 et 2pi sur 3. Nous avions dessiné les cercles des ronds, je reviendrai dessus. Nous sommes ici aux deux points limites. Intéressant de savoir ce qui se passe quand les θ vont au-delà de 2pi sur 3, donc se trouve soit entre 2pi sur 3 et pi, soit entre moins pi et moins 2pi sur 3. On va un peu voir ce qui se passe. En fait, par construction, on constate qu'il existe à nouveau ici des cercles des rondes qui existent et qui passent par l'origine, à la différence que ces cercles des rondes se trouvent maintenant de l'autre côté du cercle des rondes par rapport à la tangente commune. Donc quand le θ était plus petit, le cercle des rondes se trouvait de ce côté-ci. Je le prends. Donc ça, c'était un angle θ inférieur à 2pi sur 3. Et quand cet angle θ est supérieur à 2pi sur 3, vous voyez qu'il y a un basculement. Donc d'un côté, on a un cercle qui se trouve du même côté de la tangente par rapport à C. Donc évidemment donc un centre qui va se trouver du même côté. Donc PC est du même côté que PD. Alors que quand je suis évidemment au-delà de 2pi sur 3, j'ai PC qui se trouve dans la direction opposée à PD. Donc nous avons clairement une discontinuité dans le lieu. Et ça, évidemment, ça nous confirme dans l'idée que c'est une hyperbole. Enfin, on a déjà trouvé que c'était une hyperbole, mais une hyperbole, par définition, il y a une discontinuité. Une hyperbole, il y a toujours deux branches, et ces deux branches sont disjointes, donc il n'y a pas un point qui permet d'aller une continuité entre les deux branches. Alors, on constate que le domaine de point P correspondant à θ appartient à moins 2pi sur 3, 2pi sur 3, va générer une branche de l'hyperbole, pour lesquels donc les cercles C rondes et D rondes sont du même côté de la tangente, et que le domaine de point P correspondant au θ complémentaire, c'est-à-dire θ compris entre 2pi sur 3 et pi, ou entre moins pi et 2pi sur 3, va fournir l'autre branche de l'hyperbole. Et cette fois-ci, donc, C rondes et D rondes sont de part et d'autre de la tangente, donc sont chacun de l'autre côté de la tangente par rapport à l'autre. Donc voilà. Et ça permet effectivement de voir qu'il y a deux cas de figure, et ça nous permet de passer à la résolution, l'autre résolution, la résolution cartésienne de l'exercice, la méthode cartésienne. On va considérer les deux domaines. Le premier domaine, donc pour les θ, appartient à moins 2pi sur 3, 2pi sur 3. On va constater que le rayon du cercle des rondes vaut OD, hein, c'est visualisé ici. Il vaut aussi dp, mais que par construction, donc nous savons que dp est à la fois diamètre des rondes et ces rondes, et que donc dp vaut en distance dc plus cp, et cp vaut 1. D'accord? Et donc le point D, en tout cas pour tout D résultant de P appartenant à ce domaine-ci, nous avons que DO, la distance entre D et le point fixe O, diminuée de la distance entre le point D fixe et le point C, vaut 1. Et ça, c'est clairement la définition type d'un lieu dont le résultat est une branche d'hyperbole. Donc la différence de distance entre deux points fixes,
Si elle est constante, le lieu des points est une branche d'hyperbole. Et l'avantage de cette méthode cartésienne, c'est qu'on a maintenant pu identifier que l'hyperbole avait comme foyer le point O et le point C. Donc ça, c'est très intéressant. En plus, les équations cartésiennes des distances, c'est assez standard. La distance de D à O, c'est classiquement D carré X plus D carré Y sous la racine. Et la distance entre D et C, c'est dx moins 2 au carré plus dy sous la racine. La différence des deux racines vaut donc 1. Donc on va déterminer le lieu des points qui vérifient cette relation. Pour la simplicité, pour la résolution, je vais mettre la racine la plus compliquée, donc celle correspondant à dc dans un membre, et j'obtiens racine de dx carré moins dy carré moins 1 est égal à racine de dx moins 2 au carré plus dy au carré. Pour résoudre ça, ce que je dois faire, c'est que je dois élever membre à membre au carré. Voilà, donc si j'élève membre à membre au carré, l'égalité est respectée. Je pourrais avoir des réponses parasites. Pourquoi? Parce que ce terme ici, il est nécessairement positif. Ce terme-ci pourrait être négatif. Et en élevant au carré, je pourrais évidemment rajouter des valeurs négatives au départ qui respectent l'égalité. Mais donc ça, je ne peux pas. Donc je dois, avant de pouvoir élever au carré, je dois considérer que cette valeur-ci, le membre de gauche, est nécessairement positif. Autrement dit que dx carré plus dy au carré sous la racine est plus grand ou égal à 1. En l'occurrence, j'aurais pu enlever la racine. Mais donc j'ai une première condition qui doit être vérifiée. Si cette condition est vérifiée, seulement si, je peux élever au carré. Et donc je vais élever au carré membre à membre. Le premier membre de gauche donc, est une différence. Donc je l'élève au carré. Donc j'ai d carré x plus d carré y, moins le double produit, moins 2 fois la racine de dx carré plus y au carré, plus 1, est égal au carré du membre de droite. Donc j'enlève la racine, je développe. J'ai d carré x moins 4dx plus 4, plus d carré y. On voit que cette équation est largement simplifiable. En particulier, les termes d carré x plus d carré y peuvent être neutralisés. Il me reste quelques termes, dont la racine. Donc la racine moins 2 racine dx carré plus dy au carré. Je vais la changer de membre, je la mets dans le membre de droite, j'ai donc plus 2. Je vais mettre tous les autres termes résiduels dans le membre de gauche. J'ai donc 1. Ici, j'ai moins 4dx plus 4 qui, en passant dans le membre de gauche, deviennent 4dx moins 4. Je rajoute 1, j'ai 4dx moins 3 est égal à 2 fois la racine de. Ce que je vais faire, c'est que je vais de nouveau élever au carré, avec un membre de gauche qui est nécessairement positif. Et donc, pour maintenir l'égalité, sans avoir des solutions, on va dire, parasites, je dois considérer que 4dx moins 3 est nécessairement positif. Autrement dit que dx est plus grand ou égal à 3/4, ça me donne une deuxième condition. Moyennant cette deuxième condition, je peux élever au carré. Et là, on va assez rapidement aboutir à la solution. 4dx moins 3 au carré, c'est 16d carré x moins 2 fois 3 fois 4, moins 24dx plus 3 au carré, 9. Dans l'autre membre, j'ai 4d carré x plus 4d carré y. J'ai les termes en x carré que je peux neutraliser partiellement. Donc 16 moins 4, ça fait 12. J'ai moins 24dx moins 9. Je vais mettre le 4dy carré dans l'autre membre. J'ai un second membre qui devient nul. Donc ici, j'ai une expression qui se simplifie déjà. On identifie ici un carré parfait. dy au carré est un carré parfait. Par contre, 12d carré x moins 24dx plus 9, ce n'est pas un carré parfait. Mais on sait que d carré x moins 2dx plus 1, c'est un carré parfait, c'est dx moins 1 au carré. Donc si je remplace 9 par 12, c'est-à-dire si je rajoute 3 à 9, j'aurai un carré parfait. Donc je peux rajouter 3 à 9 à condition de rajouter ici 3 à 0 dans le second membre. Donc je rajoute de part et d'autre 3 et j'obtiens donc une différence de 2 carrés parfaits. 12 dx moins 1 au carré moins 4 dy au carré est égal à 3. Pour rappel, c'était heureusement, évidemment, l'équation que nous avions trouvée
avec la méthode paramétrique, sauf que ici, nous avons deux conditions à remplir. Alors, ce qui est intéressant de voir à ce stade-ci, c'est que ces deux conditions peuvent se ramener à une seule. Donc, seule la condition dx plus grand ou égal à 3 quarts est nécessaire. Je peux laisser tomber l'autre. Alors, pourquoi je peux laisser tomber l'autre? Parce que dx est plus grand ou égal à 3 quarts, j'ai deux cas de figure. Ou bien dx est plus grand ou égal à 1. Mais si dx est plus grand ou égal à 1, j'ai dx carré qui est plus grand ou égal à 1. Et donc, ceci, la condition A est nécessairement vérifiée. Ou bien j'ai dx qui est compris entre 3 quarts et 1. Mais si dx est compris entre 3 quarts et 1, dx moins 1 est compris entre moins 1 quart et 0. C'est-à-dire en valeur absolue, c'est plus petit qu'un quart. Donc le dx moins 1 au carré en valeur absolue est plus petit que 1 quart au carré, c'est-à-dire 1 16e. Donc le terme 12dx moins 1 ici est compris entre 0 et 12 16e, c'est-à-dire entre 0 et 3 quarts. Donc j'ai un terme compris entre 0 et 3 quarts. Je retranche un terme ici, moins 4dy au carré, qui est nécessairement positif, et je devrais obtenir 3. Ça, c'est pas possible. Donc, je n'aurai aucun point du lieu qui correspond à un dx compris entre 3 quarts et 1. Donc, en gros, si je prends cette condition dx plus grand ou égal à 3 quarts, je ne suis plus obligé de tenir compte de cette équation-là pour déterminer mon lieu. Donc le lieu ici, vous savez que ceci, on vient de voir que c'était une hyperbole. La condition dx plus grand ou égal à 3 quarts, elle va, on le verra d'ailleurs graphiquement plus tard, mais on pressent bien qu'elle va correspondre à une des deux branches de l'hyperbole. D'accord? Donc ça, c'est pour les points qui correspondaient au domaine de θ compris entre moins 2π sur 3 et plus 2π sur 3. Nous allons prendre maintenant les points, on va dire, complémentaires, c'est-à-dire pour les θ compris entre moins π, moins 2π sur 3, ainsi que 2π sur 3 et π. Pour rappel, le cercle C ronde se trouve cette fois-ci de l'autre côté du cercle D ronde par rapport à la tangente. Et nous avons un autre type de relation. Nous pouvons exprimer que le rayon du cercle D ronde, c'est la distance de D à O, c'est la distance de D à P, mais cette distance de D à P est la distance de D à C, moins le rayon du cercle C ronde, moins CP, qui vaut 1. Donc j'ai que DO est égal à DC moins 1. Je peux exprimer cette relation autrement. Pour tous les points D qui résultent de points P tels que θ appartient au domaine moins π, moins 2π sur 3 union 2π sur 3π, j'ai cette fois-ci la relation distance de D à C moins distance de D à 0 est égale à 1, 0 et C étant deux points fixes. Et je rappelle que dans le premier scénario, c'était la relation inverse. J'avais DO en distance moins DC en distance qui valait 1. Et donc ici, j'ai également, évidemment, par essence, une branche d'hyperbole de foyer O et C, mais on pressent que ce sera l'autre branche de l'hyperbole. Et donc, on va résoudre ça de manière très rapide, puisque donc c'est exactement les mêmes équations que dans le scénario A, avec parfois une différence de signe. Donc nous avons ici la relation qui est exactement la relation opposée de la précédente. Et voilà, et donc je vais mettre le terme dc dans un membre, et j'obtiens cette fois-ci racine de dx carré plus dy au carré plus 1, dans le premier scénario c'était moins 1, est égal à racine de dx moins 2 au carré plus dy au carré. De la même manière, je vais élever au carré. Cette fois-ci, je n'ai même pas de condition à remplir parce que ce membre-ci est toujours positif, mais le membre de gauche l'est aussi grâce au plus 1. Donc dans le premier scénario, il y avait du moins 1. Mais ici, c'est plus 1, c'est nécessairement positif. Donc je peux élever au carré sans rajouter de condition. Et j'obtiens une expression qui est rigoureusement la même, à l'exception du terme ici, qui vaut plus 2 racine de dx carré plus dy carré. Dans le scénario 1, A, c'était moins 2. Donc, de la même manière, j'ai les d carré x plus d carré y qui se simplifient. Et de la même manière, j'ai une expression en 2 racine de dx carré plus dy au carré, cette fois-ci qui vaut 3 moins 4 dx. Pour rappel, dans le scénario A, c'est exactement l'inverse, 4dx moins 3. Donc, je peux élever membre à membre au carré,
avec un membre de droite qui est toujours positif, un membre de gauche qui ne l'est pas nécessairement, et je dois considérer qu'il est positif. Donc je dois maintenant mettre une condition qui est cette fois-ci que dx est plus petit ou égal à 3 quarts. Pour rappel, dans le scénario 1, c'était exactement la condition inverse, dx plus grand ou égal à 3 quarts. Et donc, j'ai, moyennant cette condition, exactement la même, cette fois-ci c'est exactement la même formulation, donc je vais au bout des mêmes développements aboutir à la même solution, 12dx moins 1 au carré moins 4dy au carré est égal à 3. Cette fois-ci avec une condition complémentaire, donc on se rend compte que nous avons donc au global une même hyperbole, mais avec les deux branches, hein, puisque donc les conditions sont complémentaires. Donc voilà, nous avons terminé la résolution des équations. Nous allons maintenant procéder à la représentation graphique. Donc cette équation 12dx moins 1 au carré moins 4dy au carré égale 3. La représentation graphique est la suivante, avec les deux axes de symétrie que nous avions identifiés, l'axe x, c'est-à-dire l'axe y égale, la droite y égale 0, et l'axe qui est la droite x égale 1, sont les deux axes de symétrie. Alors, pour pouvoir écrire, en tout cas esquisser cette hyperbole, le plus facile, c'est de passer par des points remarquables, et c'est pour ça qu'il est intéressant d'avoir l'équation, la résolution paramétrique, parce que donc je vais prendre quelques angles remarquables. Si je prends θ égale 0, je sais que sin θ vaut 0, cos θ vaut 1. J'injecte dans les équations paramétriques donnant dx et dy, et je vais trouver que dx vaut 3,5 et que dy vaut 0. Pour l'angle θ égale pi, j'ai sinus vaut 0 et cos vaut moins 1 cette fois-ci. Et en injectant, je vais trouver que dx vaut 1,5 et que dy vaut 0. Pour l'angle pi demi, j'ai sin θ égale 0, 1, pardon, sin θ égale 1 et j'ai cos θ égale 0. Donc cette fois-ci, j'ai que dx vaut 2 et que dy vaut moins 3,5. Et par symétrie, en θ égale moins pi demi, j'ai dx est également égal à 2 et que dy vaut cette fois-ci plus 3,5. Donc voilà, j'ai dessiné ici 4 points, mais voilà, on peut construire l'hyperbole en identifiant les différents points. Alors, pour rappel, cette hyperbole avait pour foyer O et C. Et donc ça c'est typique, indépendamment de l'hyperbole, l'axe de symétrie ici sera toujours la médiatrice du segment foyer. Donc le segment OC a pour médiatrice l'axe de symétrie x égale 1 et a pour milieu le point 1, 0 qui est le centre de symétrie de l'hyperbole. Alors s'agissant des équations, des conditions que nous avions trouvées pour l'équation cartésienne, pour les équations cartésiennes, c'était d'un côté x est plus grand ou égal à 3 quarts, plus grand ou égal à 3 quarts, de l'autre côté x plus petit ou égal à 3 quarts. Vous voyez ici que entre les points d'abscisse 1,5 correspondant à θ égale pi et 3,5 correspondant à θ égale 0, je n'ai pas de solution en x, en dx. Et donc, la condition qui correspondait à x plus grand ou égal à 3 quarts, ça représente la branche de droite, et la condition x plus petit ou égal à 3 quarts, ça représentait donc la branche de gauche. Alors, ces deux branches, pour rappel, par rapport à la résolution paramétrique, la branche de droite correspond au θ compris entre moins 2π sur 3 et 2π sur 3. La branche de gauche correspond au θ compris entre moins pi, moins 2π sur 3, ainsi qu'entre 2π sur 3 et pi. Et pour ce qui concerne la résolution cartésienne, on a vu que la branche de droite correspond à la formule que la distance entre O et D moins la distance entre C et D vaut 1, et que la branche de gauche correspond à la formule inverse, distance entre C et D moins la distance entre O et D est égale à 1. Donc ici, vous avez donc
une très belle représentation géométrique du lieu de point. Et ceci clôture la question.